Salut à tous, c'est Florian. Aujourd'hui, je vais vous parler de réseau informatique puisque je vais vous parler de NAT, de PAT et de redirection de port. Puisque ce sont trois notions qui sont étroitement liées, comme nous allons le voir, et qui sont incontournables lorsque l'on apprend les réseaux informatiques. Alors cette vidéo va se découper en deux parties, en une partie théorique où je vais vous expliquer vraiment ce que c'est, et puis on verra quelques exemples au travers de schémas, et puis il y aura une partie pratique où je vais vous faire une démo sur un pare-feu pfSense, donc pour la configuration du NAT notamment, mais aussi la création d'une règle de redirection de port. Alors si vous êtes prêts, il ne vous reste plus qu'à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et à passer à la première partie de cette vidéo. Commençons par le principe du NAT. Donc tout d'abord, NAT, ça signifie Network Address Translation, c'est-à-dire une traduction d'adresse réseau. C'est un mécanisme qui va s'appliquer au niveau d'un routeur. Donc par exemple à la maison, ça va s'appliquer sur votre box et ça va permettre de remplacer l'adresse IP privée source par l'adresse IP publique de votre box quand un ordinateur de votre réseau local va contacter Internet par exemple pour accéder à un site web. Alors pourquoi inventer un tel mécanisme qui doit encore vous paraître un petit peu abstrait? Eh bien tout d'abord c'était pour répondre à la pénurie d'adresses IPv4 à venir, puisque au maximum en IPv4 eh bien on a 2 puissance 32 adresses IP, ce qui fait un petit peu plus de 4 milliards d'adresses IP publiques, on va dire. Donc pourquoi 2 puissance 32? Eh bien tout simplement parce qu'une adresse IP est constituée de 4 octets et que 1 octet est égal à 8 bits, donc ce qui nous donne 32. Donc 2 puissance 32. Alors ça a été, en fait c'est une réponse qui devait être temporaire, on va dire, puisque la vraie réponse c'est normalement l'IPv6 qui permet d'utiliser beaucoup plus d'adresses IP de par sa constitution. Mais en fait on se rend compte aujourd'hui que cette solution temporaire qui est le NAT, eh bien elle est encore utilisée partout, et l'IPv4 est encore énormément utilisé, même si l'IPv6 petit à petit on le rencontre un petit peu plus. Donc grâce au NAT on va se retrouver en fait avec certaines plages d'adresses IP qui sont réservées à un usage sur un réseau local, par exemple à la maison ou en entreprise, et des adresses IP qui sont utilisables sur Internet, que l'on appelle les adresses IP publiques. Alors, tout en sachant qu'une adresse IP privée, donc du réseau local, ne peut pas être utilisée directement sur Internet, elle n'est pas routable, ce qui nécessite d'utiliser le NAT et de ce remplacement d'adresse IP dans les paquets réseau pour permettre la communication. Et l'intérêt de faire ça, eh bien, c'est que du coup, chaque appareil, donc chaque ordinateur, chaque smartphone, quand il est connecté à un réseau Wi-Fi, un réseau local à la maison, eh bien, il n'a pas besoin d'avoir sa propre adresse IP publique, puisque les différents équipements vont partager l'adresse IP publique de la box grâce au NAT, et ça permet aussi donc déjà d'économiser des adresses IPv4, mais aussi de pouvoir réutiliser les adressages qui sont sur les réseaux locaux, comme le réseau que vous avez à la maison, le 192.168.1.0, donc ça c'est le réseau en général qu'on a chez soi, mais on le retrouve en fait un petit peu partout, parce qu'il est réutilisable comme il n'est pas visible depuis Internet. Pour que ce soit plus parlant, on va prendre ce schéma en guise d'exemple. Eh bien on a ici le réseau domicile avec plusieurs ordinateurs connectés, on a le routeur, donc qui est la box que l'on a à la maison, et on a un serveur web qui héberge un site web. Et bien, quand mon ordinateur 1 va vouloir se connecter au site qui est ici et qui a l'adresse IP publique 50.50.50.50, eh bien, il va passer par le routeur. Et là, le routeur, ce qu'il va faire, c'est qu'il va modifier le paquet pour remplacer l'adresse IP source donc du client qui est 192.168.1.10 par l'adresse IP publique. C'est pour ça que l'IP, la requête, elle est émise de 4x61 qui est l'adresse IP publique de ma box que mon fournisseur d'accès à Internet m'a attribué, et que donc ce sera émis vers 4x50. Le serveur web, quand il reçoit la requête de mon ordinateur qui veut se connecter au site, il ne voit pas du tout 192.168.1.10. Il voit l'adresse IP
de ma box, donc 4 x 61. Et quant à la phase retour, eh bien, le serveur web, il ne va pas répondre là non plus en adressant la requête à l'adresse IP privée de mon ordinateur, mais il va renvoyer à la box, donc sur 4 x 61, comme je l'ai annoté ici. Et ensuite, donc la box, via son adresse IP locale, donc 192.168.1.1 par exemple, va envoyer la requête à l'ordinateur qui lui verra malgré tout à son niveau eh bien l'adresse IP publique 4 x 50 du serveur web distant. Voilà un petit peu pour le grand principe du NAT qui sert vraiment d'intermédiaire entre le réseau local et Internet. Il présente aussi l'avantage de permettre de masquer eh bien, les machines qui sont connectées sur le LAN, sur le réseau local, vis-à-vis d'Internet. Alors maintenant qu'on a vu le grand principe, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. On va voir que ça, finalement, ça correspond à un type de NAT spécifique, mais qu'il en existe plusieurs. Tout d'abord, nous avons ce que l'on appelle le NAT statique. Donc avec un NAT statique, il y a une association 1 pour 1 entre une adresse IP privée et une adresse IP publique. Alors je vous ai mis un petit tableau pour bien comprendre, c'est-à-dire que quand mon ordinateur 1 avec l'adresse IP 192.168.1.10 va aller sur Internet, il sera visible avec l'adresse 4 x 61. Par contre, l'ordinateur 2, lui, qui a l'IP en 1.11, quand il ira sur Internet, il utilisera tout le temps 61.61.61.62. Donc on voit bien que là, chaque ordinateur, eh bien, finalement, il a son adresse IP privée, mais quand il va sur Internet, il a aussi sa propre adresse IP publique. Donc, ce mécanisme en soi est intéressant, mais il montre ses limites dans le sens où il utilise autant d'adresses IP privées que d'adresses IP publiques, donc ce qui est un petit peu contraire à l'idée de base, qui est de lutter contre la pénurie d'adresses IPv4. Alors, l'intérêt, c'est qu'en fait, ça fonctionne, cette association, aussi bien du sens réseau local vers Internet que Internet vers réseau local, et donc on peut utiliser ce type de NAT statique, ce type d'association, pour par exemple mettre en ligne un serveur web sur Internet, même si désormais on utilisera plutôt d'autres méthodes, comme le reverse proxy que je vous ai déjà présenté dans une autre vidéo. Nous avons ensuite le NAT dynamique, donc là, avec le NAT dynamique, les associations entre les adresses IP privées et publiques, eh bien, elles sont dynamiques et temporaires. Alors, avec ce mécanisme-là, ça signifie que on va avoir un pool d'adresses IP publiques, par exemple 4 adresses IP publiques, comme c'est le cas ici sur mon schéma, qui seront disponibles au niveau de mon routeur. Et quand un ordinateur de mon réseau local, donc ici réseau domicile, aura besoin d'aller sur Internet, eh bien, il va utiliser l'une de ces adresses IP publiques temporairement, le temps de la communication. Et une fois qu'il en a plus besoin, on va dire, eh bien, l'adresse IP sera libérée et potentiellement utilisable par une autre machine. Ici, on peut voir donc, que j'ai 4 adresses IP publiques, que j'ai 2 machines. Donc, quand l'ordinateur 1 va contacter le site de tout à l'heure en 4 x 50, eh bien, il va utiliser par exemple l'adresse 4 x 61. Par contre, comme elle est déjà utilisée par l'ordinateur 1, eh bien, si ordinateur 2 se connecte à Internet, alors sur le même site ou même sur un autre site, il va utiliser une autre adresse IP publique du pool, ici par exemple l'IP 62. Et donc le serveur web, lui, à son niveau, il verra 2 connexions, mais qui arrivent non pas de la même adresse IP publique, mais de 2 adresses IP publiques différentes. Donc voilà pour le NAT dynamique. Maintenant, on va s'intéresser au PAT, donc Port Address Translation ou Masquerade NAT, donc il y a plusieurs noms. Et lui, clairement, c'est le mode le plus utilisé pour une simple et bonne raison, c'est que une seule adresse IP publique va pouvoir être partagée entre un X machines connectées sur un même réseau local. Alors là, je prends tout de suite l'exemple de votre box à la maison. Quand vous êtes à la maison, vous êtes connecté au Wi-Fi avec voilà, votre PC portable, peut-être même le PC fixe, vos smartphones, la tablette, peut-être voilà, un aspirateur robot, etc. Et bien tous ces appareils, quand ils vont sur Internet, ils utilisent la même adresse IP publique, comme je l'ai montré tout à l'heure dans mon schéma, lorsque j'ai expliqué le grand principe du NAT.
Alors, si vous n'êtes pas convaincu par ce que je vous dis, eh bien c'est très simple. Vous allez sur, par exemple, le site mon-ip.com avec plusieurs appareils qui sont connectés sur le même réseau local, et vous allez voir que l'adresse IP publique qui s'affiche, eh bien c'est la même sur l'ensemble de vos appareils. Donc là encore, pour bien comprendre, je vous ai mis un petit schéma qui reprend vraiment le principe de ce que je vous ai montré tout à l'heure. Et là, on peut voir que même si mon ordinateur 1 et mon ordinateur 2 se connectent sur mon serveur web avec 4x50, eh bien en fait le serveur web, lui, il traite deux requêtes différentes qui proviennent de deux machines différentes, mais en fait, à son niveau, il voit que les connexions, elles viennent toutes de 61, 61, 61, 61, qui correspond à l'adresse IP publique de ma box. Alors vous allez me dire, mais comment fait la box pour s'y retrouver dans tout ça? Parce que quand elle reçoit la réponse du serveur web, comment elle sait si elle doit la renvoyer à l'ordinateur 1 ou à l'ordinateur 2? Et bien pour ça, elle maintient ce que l'on appelle une table de traduction avec un numéro de port qui est affecté à la connexion, comme on peut le voir ici, ce qui va lui permettre de retrouver les informations et de bien orienter les requêtes. C'est pour ça qu'on parle de port address translation, parce qu'il y a vraiment une notion de port au-delà d'avoir une notion d'adresse IP. Comme ça, quand le serveur web répond à la box sur le port 1110, eh bien elle sait que le port 1110 c'est pour l'ordinateur 1 qui est en 1.10. Donc après voilà, ces numéros de port sont gérés aléatoirement, puisque quand il y a une connexion qui est initiée, il y a toujours un port source et un port destination dans tous les cas. Il est temps de passer au dernier type de NAT que l'on appelle le DNAT, donc Destination NAT, ou encore redirection de port ou port forwarding en anglais. Alors, grâce à une règle de redirection de port, eh bien, une machine qui est connectée au réseau local, alors on peut prendre l'exemple d'un NAS, votre NAS à la maison qui est connecté sur votre réseau local, eh bien, il a une adresse IP privée et pourtant il peut être accessible depuis l'extérieur, c'est-à-dire depuis Internet, grâce à une règle de redirection de port, donc que l'on va mettre en place sur un ou plusieurs ports spécifiques. Par exemple, si c'est du web en HTTPS, eh bien, ça peut être le port 443 qui est le port par défaut, ou un autre port. Donc, si on veut schématiser ça, eh bien on imagine un ordinateur 1 qui est connecté à Internet. Par exemple, moi, voilà, je suis à l'hôtel et je veux me connecter sur mon NAS qui est à la maison. Eh bien, je vais ouvrir mon navigateur, je vais mettre l'adresse IP de ma box, où je peux utiliser aussi un nom de domaine, et je vais préciser le port. Donc je vais mettre en 2.65001 qui est le port que j'ai défini pour accéder à mon NAS. Donc ma box, elle va recevoir cette requête et elle va la faire suivre à mon NAS qui lui va recevoir la requête de mon ordinateur 1 et qui va la traiter, ce qui va me permettre d'accéder à distance à mon NAS. Alors la box, elle décide de traiter cette requête parce qu'on a créé explicitement une règle qui lui demande de faire ça. Par contre, si on supprime cette règle-là, ce qui est le cas par défaut, en fait, parce que par défaut, il n'y a pas ce type de règle sur les box, eh bien, la requête sera tout simplement bloquée et je ne pourrai pas accéder à mon NAS. Donc la redirection de port est particulièrement intéressante pour rendre accessible un équipement depuis l'extérieur, mais elle est en même temps particulièrement dangereuse, puisque à partir du moment où il y a une règle en place, eh bien, on peut accéder depuis Internet à cet équipement. Donc potentiellement un pirate informatique pourrait aussi accéder à votre équipement, donc d'où l'intérêt de le faire de façon sécurisée et restreinte au maximum. Personnellement, je vous encourage plutôt à utiliser un accès VPN plutôt qu'avoir des accès directs comme ça sur des équipements. Alors tout à l'heure, je vous parlais de l'adresse IP privée source qui était remplacée lorsqu'une machine du réseau local va sur Internet et que cette IP était remplacée par l'adresse IP publique. Et donc on parle un petit peu en fait là de source NAT dans ce cas-là. Et là, c'est vraiment du destination NAT. Donc là, finalement, c'est l'inverse. C'est vraiment l'adresse IP de destination, donc qui à la base est l'adresse IP publique, qui va être remplacée par l'adresse IP privée de mon NAS pour que la requête puisse lui arriver. Alors il y a quand même quelques limitations aussi à l'utilisation du DNAT. Tout d'abord, il peut y avoir qu'une seule règle par port TCP/UDP. Si vous avez deux serveurs web qui sont deux machines différentes avec chacun un site en HTTPS,
que vous souhaitez que ce soit accessible, bon, tout simplement en mettant HTTPS, eh bien vous ne pourrez pas mettre les deux sur le port 443, puisque la box ne pourra pas savoir si elle doit rediriger plutôt sur ce serveur-là ou sur l'autre. Donc il faudra impérativement utiliser deux ports, par exemple 443 pour l'un et 443 pour l'autre, par exemple. Si vous voulez faire sur le même port, il faut là encore s'orienter vers la solution qui est recommandée de toute façon et qui est le reverse proxy. Ensuite, il y a une petite notion qui est le port mapping qui va être intéressante notamment pour contourner un petit peu la contrainte que j'ai évoquée précédemment, qui va permettre d'utiliser des ports source et destination différents. Si le serveur web est configuré pour tourner en HTTPS et être accessible sur le port 443, mais que c'est déjà utilisé par une autre machine, on peut très bien utiliser un autre port au niveau de la box, qui est le 443, et dans ce cas-là, on va se connecter sur le port 443 de la box, mais ce sera redirigé vers le port 443 de mon serveur web, donc pour lui finalement, ça ne change pas grand chose. Nous en avons fini, je vous propose une petite démonstration sur pfSense pour terminer cette vidéo. Alors, tout d'abord, je vous rappelle que pfSense est une solution open source basée sur FreeBSD qui permet de monter un pare-feu, donc pour faire du filtrage, jouer le rôle de reverse proxy aussi, comme je vous l'ai déjà montré. Enfin, on peut faire pas mal de choses, mettre en place un VPN et tout ça. Et donc forcément, comme il joue le rôle de pare-feu et le rôle de routeur au niveau d'un réseau, eh bien, il va avoir des fonctionnalités de NAT que l'on va retrouver ici dans la partie Firewall. Alors, il va nous permettre de faire différents types de NAT, notamment le port forward, donc qui correspond à la règle de redirection de port. Je vais revenir là-dessus juste après. Du 1 pour 1, donc ça doit vous parler aussi par rapport à ce que j'ai évoqué précédemment. On a aussi cette partie-là, donc ça c'est vraiment le NAT en sortie qui correspond même, on peut dire, à du PAT en fait, puisque grâce à ça, toutes les machines de mon réseau local vont pouvoir accéder à Internet à partir d'une seule adresse IP publique. Alors en fait sur pfSense, il faut aller dans cette partie-là, passer sur le mode manuel afin de pouvoir gérer ses propres règles de NAT qui sont ici. Et une fois que c'est fait, eh bien, on va ajouter une règle. Comme là, moi j'ai ajouté une règle qui me permet d'autoriser mes machines de mon réseau local. Donc j'ai mis ici la source, donc source network pour mettre un réseau 192.168.100.0/24. Pour autoriser toutes les machines de ce réseau-là à sortir sur Internet en faisant du NAT. Et donc, ce que l'on peut voir ici, c'est que l'interface qui sera utilisée, c'est l'interface WAN de mon pare-feu pour pouvoir exploiter du coup mon adresse IP publique. Et donc, si je vais à partir de mon serveur là qui est connecté donc, sur le réseau 192.168.100.0, si je vais sur le site monip.com, j'ai mon adresse IP publique qui apparaît ici. On voit bien que cette IP là, en fait, elle est totalement différente de l'adresse IP privée que j'ai sur ma machine, donc que vous avez ici à l'écran. Et si je bascule sur une machine, sur une autre machine, donc là, cette fois-ci qui est sous Windows 11 et qui est connectée au même réseau, eh bien, on peut voir que l'adresse IP publique, eh bien, c'est la même. Donc ce qui prouve bien que le mécanisme de NAT a bien fonctionné au niveau de mon pare-feu pfSense, et on peut voir que cette machine a une adresse IP privée différente et qui correspond au même réseau local. Pour continuer, nous allons voir un autre exemple. Donc je vais me reconnecter sur le pare-feu pfSense, et cette fois-ci on va aller dans la partie port forward, puisque l'on va créer une règle de redirection de port pour que mon serveur web qui est donc sur mon réseau local soit accessible depuis Internet. Donc ensuite je prendrai un navigateur sur un PC qui est connecté à Internet totalement sur un autre réseau pour voir si ça fonctionne. Donc on va créer une règle en cliquant sur Add, on va appliquer cette règle sur l'interface WAN puisqu'on la positionne vraiment côté Internet. Je vais travailler en IPv4 sur le protocole TCP pour les connexions, puisque ça va être une règle qui va s'appliquer sur le port HTTP, donc on va travailler sur du HTTP.
Donc là, destination port range, c'est le port sur lequel je souhaite activer ma règle, mais côté internet, on va dire. Donc c'est HTTP pour le port 80. C'est pour ça que j'applique aussi la règle lorsque la destination, c'est l'adresse IP publique, donc la WAN adresse de mon pfSense. Et ensuite, je vais rediriger ce flux donc sur l'adresse IP publique sur le port 80 vers une machine unique, donc single host, qui a pour adresse IP 192.168.100.14. Et je veux rediriger ce flux toujours sur le port 80. Donc ici, je vais bien mettre HTTP. On pourrait mettre une petite description. Ensuite, on clique sur Save. On applique les changements. On a bien un tableau récapitulatif de la règle. Donc, ce qui est intéressant pour avoir une vue d'ensemble, une vue synthétique. Ensuite, je vais prendre un navigateur et je vais accéder à mon site donc, qui correspond à l'adresse itconnect.tech et j'ai bien mis ici HTTP. On peut voir que j'accède à mon site, donc ça c'est parfait. Maintenant, je vais retourner sur le pfSense et je vais désactiver cette petite règle et je vais appliquer les changements. Donc là, je viens de couper ma règle de redirection de port. Si je retourne dans mon navigateur, que je rafraîchis la page, et bien là on voit que ça a tendance à mouliner en fait, et finalement il ne va pas réussir à charger la page parce que ma règle de redirection de port n'existe plus. Voilà, grâce à cette vidéo, eh bien, vous connaissez les différents aspects théoriques du NAT, du PAT et de la redirection de port. On a même été un petit peu plus loin grâce à cette petite démo sur pfSense. Pour tout ce qui est redirection de port, finalement, si vous voulez le faire sur votre box, l'interface va être différente vis-à-vis du pfSense, mais dans le principe, c'est la même chose. Il vous faudra mettre à chaque fois deux numéros de port, un pour l'externe, un pour l'interne, et l'adresse IP privée de l'équipement vers lequel vous souhaitez rediriger la requête. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à la partager et à poser vos questions en commentaire si vous en avez. Et puis on se retrouve rapidement pour une autre vidéo. Ciao!